Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je vous le rappelle souvent, signifie tout simplement davantage d'égalité et de droits avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. Mais pour parvenir à cette égalité, il faut des militantes, il faut travailler, plaidoyer, sensibiliser et convaincre. Il faut aussi et surtout une volonté politique. L'épisode de ce soir sera consacré aux droits des femmes et de la famille. Dans son dernier discours royal du 30 juillet dernier, le souverain a tranché. Le code de la famille sera révisé. Car il n'y a pas de développement sans la moitié de la population privée de droits, d'égalité et de justice. Le code de la famille, qui a permis il y a 20 ans des avancées notables, doit être revu à la lumière de la nouvelle constitution et celle des conventions internationales que notre pays a ratifiées. Quelles sont les avancées nécessaires pour permettre aux Marocaines du XXIe siècle de jouer pleinement leur rôle dans le processus du développement de notre pays? Qui doit conduire ce changement? Je reçois pour en parler Rabea Nasseri, militante, féministe, experte de la question du genre et des droits des femmes au Maroc et membre fondatrice de l'ADFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc. Rabea Nasseri, très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Horatz. Merci beaucoup. Merci Aïcha. Voilà, donc je suis vraiment très fière de recevoir une grande militante comme Rabea Nasseri et beaucoup d'autres. Je rappelle donc qu'aujourd'hui, vous êtes professeur toujours, mais vous êtes professeur à la retraite. Retraité, mais vous avez consacré votre vie à l'associatif, à la recherche et à l'action pour l'égalité entre les genres. Vous êtes auteur d'une dizaine de publications et de contributions sur les droits des femmes, parmi elles Dalil pour l'égalité dans les relations familiales au Maghreb, collectif 95 Maghreb Égalité, la Moudouana et sa réforme, le rôle de l'État, donc dans la revue Prologue, le guide plaidoyer pour la réforme des législations familiales dans les pays arabes et le mouvement des femmes au Maroc. Donc aujourd'hui, vous ne faites plus partie des instances décisionnelles de l'ADFM, mais vous continuez à prendre en charge deux dossiers qui vous tiennent à cœur, je crois, celui du mouvement des femmes sous les Liette pour la reconnaissance en tant qu'ayant droit aux terres collectives de 2007 à nos jours, et la réforme de la famille, et notamment le droit successoral. Alors ma question, donc, c'est quelle a été donc votre motivation au départ pour ce beau parcours? Pourquoi avoir choisi de militer? Vous avez été professeur, vous vous êtes retrouvé très très investi dans le champ associatif. Racontez-nous un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Aïcha. Déjà, je voulais dire combien je suis heureuse de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est un peu perdu de vue. Absolument. Mais je n'oublierai jamais, comme je t'ai dit tout à l'heure, ton engagement. Durant les moments difficiles de la réforme du Code de la famille, le 80, 90 et 2000, en tant que rédactrice en chef de Femmes du Maroc, on a trouvé en toi et dans le magazine Femmes du Maroc un soutien infaillible. Et aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, je vais te tutoyer. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le comité de scolarisation des filles rurales. Tout à fait. Ça a été de beaux moments. Ah oui, c'est du travail qui a été formidable. On a initié une nouvelle approche. Tout à fait. Les maisons d'accueil des filles pour qu'elles puissent aller au collège. Et tu nous as soutenus à la fois disons là, avec le magazine, mais aussi financièrement, en cherchant des soutiens financiers, etc. On a essayé, parce que nous aussi... Avec Kaftan, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait, avec l'événement Kaftan. Donc nous aussi, on essayait en fait d'allier passion et raison. Et progrès surtout, il fallait que ça avance, donc on a tous mis la main dans le schmilblick. Oui. Malheureusement, on a tendance à ne pas écrire, à ne pas archiver, à ne pas garder cette mémoire, parce qu'on oublie beaucoup de choses. Et donc, ce passage par l'éducation des filles rurales a été aussi une très très belle aventure. Et qui continue aujourd'hui. Et qui continue, donc je suis toujours ravie d'entendre dire, de voir qu'il y a des activités, que cette association continue, qu'on a créée il y a quelques années ou décennies. Voilà, donc, quelles sont mes motivations? On m'a souvent posé la question, quand il y a des chercheurs qui viennent pour travailler sur le mouvement des femmes, le mouvement féministe, ils me disent, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Et je me rends compte que je n'ai jamais réellement
essayer vraiment de réfléchir à cette question et de trouver des réponses. Qu'est-ce qui m'a motivée? Mais peut-être pour faire simple et pour répondre, je dirais que peut-être c'est le refus de l'injustice. Au départ, je pense que c'était ça. Bien sûr, bien évidemment, avec l'âge adulte et les lectures, les différentes rencontres, les expériences, les cas de violence, de discrimination que j'ai eu à constater à travers mon parcours, m'ont un petit peu, disons, confirmé et donné plus de courage et de force pour continuer durant toutes ces années. D'accord. Alors, puisque vous maîtrisez parfaitement l'histoire du mouvement féministe marocain, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les principales phases de ce mouvement? Moi, j'ai vécu avec vous la phase que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est-à-dire à partir des années 80, fin 80, 90. Et pourquoi, aujourd'hui, ce mouvement semble un peu éteint, ou aphone, ou peut-être communique plus? Où sont les militantes, Rabia? Elles sont là, je crois qu'elles se montrent aujourd'hui. Je pense qu'on les voit de plus en plus avec, disons, maintenant les défis de la réforme, de la deuxième réforme du Code de la famille. Mais elles ne sont pas seulement maintenant. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas peut-être à apprécier ou à saisir. Souvent, c'est que les militantes ne sont plus tout ensemble mobilisées pour la réforme seulement du Code de la famille. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'à partir... C'est-à-dire qu'il y a eu la première vague. Enfin, moi, je dis première vague, franchement, pour faire simple, parce qu'il y a eu d'autres vagues avant nous. Bien sûr. On ne peut pas dire que nous, on a tout inventé. Absolument. On est l'héritière d'une mémoire de lutte, des Akhawat Safa, des années avant même l'indépendance. Après l'indépendance, les femmes des partis politiques, elles ont énormément contribué aussi à la réflexion et à la mobilisation. Mais il y a eu une cristallisation de toute cette mémoire de lutte et de ces initiatives à partir des années, mettons, la décennie 80, au milieu de la décennie 80, avec la création de plusieurs associations féministes. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui j'appellerais la première vague, en sachant qu'il y a eu d'autres vagues, pour faire simple, parce que... Mais ça, c'est le rôle de l'histoire, hein, et des manuels d'histoire. C'est le rôle de l'histoire, on n'est pas en train de faire, sinon je vais parler pendant une heure. Absolument, ce n'est pas le but. Là, c'est vraiment donner des grandes lignes. Cette première vague, en fait, avait identifié comme priorité, et je pense à raison, je pense que nous avons eu raison, la question du statut personnel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on ne se rend pas compte, mais c'était la question éminemment taboue. Il ne fallait pas toucher à la... Et on s'est rendu compte, avec les expériences qu'on a vécues et tout ça, que le code de la famille, ou la Moudouana à ce moment-là, en fait, elle constituait un barrage, si on veut être un barrage pour tous les autres droits dans tous les domaines, et que si on ne commence pas par casser ce tabou-là... Elle était sacrée, en fait. Sacrée, voilà. Ou sacralisée. Non, il ne faut pas toucher, vous pouvez demander l'égalité politique, demander l'éducation, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas à la fois l'État investir dans l'éducation des femmes, la santé, les femmes deviennent médecins, pilotes, etc., et continuer à vivre dans une famille régie par des relations qui ont été élaborées, des règles qui ont été élaborées il y a 14 siècles. Il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est devenu vraiment anachronique. Donc on a estimé que c'était la priorité. Mais donc on a eu des acquis, tu es bien placé pour le savoir, etc. Et nous avons constaté qu'à partir de, surtout la marche de 2000, avant, on était quelques associations dans les grandes villes. Ça a été un moment très fort, la marche de 2000. Oui, on était quelques associations avec un background politique. Je ne dirais pas partisan, mais politique. C'était une émanation des partis politiques. Oui, bien sûr. De la gauche. PPS, UCFP. UCFP circulait un peu, et voilà. Et donc, l'OADP, je pense, oui, je ne me rappelle pas, mais on était un peu... Donc, il y avait une certaine proximité politique et idéologique, et une proximité géographique. Et, disons, une proximité sociale, puisqu'on était pratiquement tous le même profil, classe moyenne, etc. Et surtout, on était proches. Il y a Casa, Rabat, on a fait le tour. Et donc, on arrivait à travailler ensemble. On a fait avancer les choses. Malgré les difficultés, on a fait de grandes coalitions, on a travaillé ensemble. Il y a eu, par exemple, le collectif Maghreb Égalité. Ça, c'était Maghreb. Avec Maghreb. Non, je parle au niveau national. Oui. Il y a eu plusieurs coalitions. Et donc, après la réforme, ce à quoi on a assisté, c'est l'explosion des initiatives
féministes, pas seulement à Casaraba, peut-être Marrakech, un peu partout. Même dans les petits villages, les petites localités, les petites associations. Et donc la sociologie même du mouvement a commencé à changer. Et c'est très intéressant. Et donc la sociologie a commencé à changer. Les gens ont commencé à travailler, les associations aujourd'hui travaillent dans un contexte politique qui n'est plus le même. Nous, on a vécu la transition, ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, absolument. L'alternance des années vraiment porteuses d'espoir, etc. L'alternance avec une certaine ouverture démocratique, etc. Ouais. Donc, je ne vais pas détailler. Et donc, ces associations, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'associations, le mouvement est là, mais il ne travaille plus de la même façon. Et sa sociologie a changé. Et aussi, ce qui est important, c'est que le code de la famille n'est plus seulement ou exclusivement la demande ou l'objet de lutte du mouvement féminin. Il y a la liberté individuelle, il y a l'avortement, il y a les violences, il y a la participation politique, et qu'est-ce que j'en sais encore. Mais tout ça, ça a été grâce finalement à cette réforme du Code de la famille en 2004. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est grâce à cette réforme qui a ouvert des portes, beaucoup de portes. Et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, on a une diversité qui est très intéressante au sein du mouvement. On ne travaille plus de la même façon parce que je pense que les gens de notre génération, en tout cas de ma génération, parce que tu es d'une génération qui est plus jeune. Oh, il n'y a plus de différence. Cas, les gens de notre génération se sont habitués à des méthodes de travail, certaines méthodes de travail. Il faut que ce soit la DFM, comment on appelle ça, l'Union, l'UAF, Jossor, il faut que ce soit qui travaille. Si ce n'est pas ces associations qui prennent, disons, le lead, et si elles ne travaillent pas comme ça veut dire que le mouvement n'existe plus. Non, il est là, il existe, il y a énormément d'initiatives et j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Oui, absolument, donc on en reparlera. Mais bon, le sujet aujourd'hui, donc on sait qu'on a eu des acquis, d'ailleurs je l'ai dit dans mon introduction, qui ont effectivement fait bouger des lignes et ça a même permis la naissance d'une nouvelle génération de militantes aujourd'hui, 2.0, donc qui sont sur... Troisième vague, parce qu'il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. Il n'y a jamais de rupture. Oui. Bon, qui sont peut-être plus visibles, alors c'est une nouvelle forme de militantisme. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi joindre les compétences, parce que le mouvement féminin traditionnel a quand même une expérience, celle du terrain, celle de la mobilisation et celle du plaidoyer, qui semble peut-être manquer chez cette nouvelle génération qui vit beaucoup plus dans l'instantané, beaucoup dans l'émotion, ce qui est bien aussi, et qui communique très bien. Donc ça serait intéressant de pouvoir... Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et je crois qu'on s'est posé la même question depuis des années. Mais c'est difficile parce que notre génération, finalement, a appris à travailler d'une certaine façon. En fait, notre génération a eu une chance, a eu un avantage par rapport à la génération actuelle, c'est que nous avons fait nos classes aussi dans les partis politiques. Beaucoup d'entre nous ont quitté ces partis quand ils se sont engagés dans la lutte. D'autres sont restés, mais peu importe. Ça, c'est la liberté de chacun. Une formation. Il y a un savoir-faire. Il y a une connaissance des mécanismes, des rouages, du fonctionnement institutionnel, des personnes. En fait, et ça nous a énormément servi dans notre plaidoyer. Comme je dis toujours, on avait même des sœurs dans les appartements, comme je disais, les sœurs dans l'appartement, c'est-à-dire on avait des féministes qui nous donnaient l'information, qui nous tenaient informés à tous les niveaux de décision, au sein du gouvernement, du conseil de gouvernement. C'était une vraie sororité. Le Parlement, on savait tout. Et donc, on avait ces relations-là et on travaillait d'une certaine façon. Aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé. Les jeunes travaillent d'une autre façon. Peut-être que, là où je pense que tu as raison de dire, que nous devrions aussi transmettre cette mémoire. Tout à fait. Il faut la transmettre, il faut l'écrire. Et je pense que nous avons, Amine El-Marine et moi, un projet. J'espère qu'on va le faire aboutir. Et puis aussi, parce que de toutes les façons, nous savons que la question de la femme est une question éminemment politique. Et donc, il faut des instruments,
une façon de plaidoyer, parce que c'est important. Il y a des mécanismes aussi pour convaincre, pour militer, qu'il faut transmettre. Et ça, vous avez excellé là-dedans. Excellé parce qu'avant de faire quoi que ce soit, une stratégie, on commençait par toujours, je me rappelle, l'analyse du contexte. Oui, bon, ça c'est les déformations. Le faisait bien ou pas. Les déformations professionnelles. Voilà. Il fallait absolument passer par ça, et puis après réfléchir et élaborer et faire une stratégie et comment on va faire, etc. C'est une méthode de travail. Je ne sais pas très bien comment les jeunes maintenant, les jeunes générations, les jeunes associations travaillent, mais ce qu'ils apportent de plus et d'important, c'est les réseaux sociaux. Tout à fait. Que nous ne savons pas faire. Le digital, qui peut être très utile. C'est pour ça que je dis l'alliance des deux forces est importante. Tout à fait. Ouais. Alors aujourd'hui, nous savons que le Code de la famille va changer. Ça a été décidé par Sa Majesté Mohamed VI dans son dernier discours. Selon vous, quelles sont les priorités de ce code? Qu'est-ce qui doit changer? Puisque en 2004, on a eu quelques avancées. Maintenant, là, nous sommes en 2022, presque en 2023. Quelles sont les priorités? Je ne sais pas si on peut parler de priorité. Je vais commencer par dire que lorsque vous regardez le Code de la famille, on peut tout lui reprocher, mais c'est une construction patriarcale qui est cohérente. Elle part d'un paradigme ou d'un fil conducteur qui est que l'homme entretient sa femme. C'est ce que j'appellerais, moi, le qawama ou le contrat patriarcal. L'homme entretient la femme et donc il a des droits qu'elle n'a pas. Donc il a des droits, il a plus de droits que la femme, puisque c'est lui qui entretient la femme et la famille. Donc ce contrat patriarcal, donc, pendant des années, peut-être, il y a quelques décennies, fonctionnait parce que les femmes ne travaillaient pas et surtout parce que la famille était étendue. Donc cette famille étendue garantissait une certaine sécurité à tous ses membres. Par exemple, le Code de la famille estimait que l'homme entretient sa femme, mais si il divorce, même après 30 ans de mariage, après l'histoire d'El-Wahda ou Kada, c'était fini. C'est fini. Donc en fait, c'était Taha et la soumission versus c'est fini, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de source de revenus. Mais parce qu'avant, dans la famille, dans la société patriarcale tribale, il y avait la tribu, la famille élargie, donc elle revenait chez son père, ou là chez son grand-père, ou là chez son frère, et donc il y avait une sécurité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La famille, si vous regardez les statistiques officielles, plus de 70% des familles actuellement, des ménages, sont nucléaires, c'est-à-dire composés des époux et des enfants. Il y a une certaine solidarité vis-à-vis des ascendants, peut-être les parents, et encore, pas toujours, et c'est fini. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que le Code de la famille est construit sur la base d'une société patriarcale et d'une famille patriarcale. C'est fini. La société marocaine a... Donc c'est la philosophie même du code qui doit changer. Du code qui doit changer. Donc quand on me dit qu'est-ce que sont les articles, moi je dis qu'il faut arrêter de réfléchir comme ça. Il faut arrêter de penser que la réforme du code de la famille est une question technique. Où là, elle est l'apanage, où là, il y a le fiqh. Non, c'est une question éminemment sociale, de société, qui embrasse tous les domaines. Parce que la législation familiale, elle est à la limite de la sphère privée et publique. Tout à fait. Elle est à la limite, parce qu'elle ne régit pas seulement les relations familiales, elle régit aussi ses impacts s'étendent, disons, à la sphère publique. Et dans tous les pays du monde, les législations familiales sont parmi les législations les plus complexes. Les plus complexes, non, pas à changer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une expertise, un savoir-faire pour pouvoir réellement répondre à tous les enjeux sociaux. Et bien évidemment, avec le temps, avec les changements, disons, sociétaux et sociaux, les législations familiales changent pour accompagner ce changement. Nous, on veut garder la même architecture et changer quelques petites... Or, cette démarche qui a fonctionné en 2004, parce que c'était la première réforme, c'était important, a montré ses limites. Elle a montré qu'il y a énormément de contradictions, d'incohérences, de lacunes, et qu'il faut réfléchir la réforme dans son ensemble. Tous les livres du Code de la famille,
y compris les successions, Oui. tous les livres, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, le testament, tout. À la lumière, en fait, de la nouvelle Constitution qui prône l'égalité, article 19. À la lumière de la Constitution, des conventions internationales. Là, c'est pas la peine de signer des conventions si on personne n'oblige le Maroc à ratifier les conventions s'il les ratifie. Et toutes les clauses ont été, enfin toutes les réserves ont été levées. Oui, pour l'article 16, qui est en fait l'article 16 de la CEDAW, c'est le mariage et le mariage et la famille. Donc, le Maroc, curieusement, a retiré toutes ses réserves sur l'article 16, qui est l'un des articles les plus controversés. Il a levé les réserves sur l'article 16. Il y a aussi, pas seulement la Constitution et la CEDAW et la Convention de l'enfant, parce qu'il y a les enfants aussi. Bien sûr. Il y a les droits de l'enfant. Il faut que le Code de la famille s'intéresse à la question de l'enfance et l'intérêt supérieur de l'enfant. Le bien-être des enfants. Mais du père. Non, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, mais aussi, donc il y a la Constitution et il y a les traités internationaux, les conventions internationales que personne n'a obligé le Maroc à ratifier, mais il l'a fait. Et ensuite, il y a la société qui a changé. Aujourd'hui, on ne peut pas garder une loi qui ne reflète absolument pas la réalité sociale d'aujourd'hui, ni économique, ni sociale, ni sociétale, ni culturelle. Il y a un travail à faire. La réforme de 2004, je pense, c'était un premier pas. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. On ne peut pas faire un deuxième petit pas et attendre 20 ans. C'est des petits liftings, même pas. C'est du Botox. Voilà. Donc il faut aller frontalement et oser aborder des sujets, même s'ils sont... Ça ne veut pas dire qu'on va faire une révolution, mais tout aborder. Réfléchir. Qu'on ait le courage de tout mettre sur la table. Alors, qui doit faire ce travail ? Parce qu'aujourd'hui, donc, on a des orientations, mais d'après vous, est-ce que ça serait le mouvement féminin comme avant, autour d'une coalition? Est-ce que ça serait la PALD, mais qui est toujours une coquille vide, puisque elle n'a jamais été activée, cette fameuse autorité? D'après vous, comment les choses doivent se passer? Je ne sais pas exactement, parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un cheminement classique, institutionnel, un projet de gouvernement qui va être présenté au Parlement ou par le biais d'une commission qui va être mise consultative en place par le roi, je ne sais pas. Mais il me semble, en dehors de le cheminement institutionnel, il me semble, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut ouvrir le débat et sortir de la binarité qu'on constate toujours à Aranjibou al-Faqha, les représentants des associations de femmes, on ajoute quelques experts. Ça a été fait en 2004, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, au départ, dans une première étape, que ce soit une question d'experts. C'est-à-dire que des gens qui vont venir et qui vont faire un petit peu l'état de la situation. Ils vont prendre tout le code de la famille et essayer de l'approcher par la réalité sociale et par le cadre normatif du Maroc. Le cadre normatif, mais le plus important, c'est les réalités démographiques, sociales et économiques. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Par exemple, les pensions dues aux enfants, à la femme qui est divorcée, ou à la question des successions. Il y a énormément de problèmes qu'il faut regarder. Le partage des biens après le mariage, après le divorce. C'est des choses qui sont importantes et qui sont liées. C'est vrai que vous allez me dire qu'une loi ne peut pas régler tous les problèmes de la société. Je le dis toujours. Par exemple, le fait que les femmes travaillent très peu, ils n'ont pas de revenus. C'est une grande problématique au Maroc. On ne peut pas fermer les yeux et dire sa fille, si elle divorce, elle va se débrouiller. Où est-ce qu'elle va? Comment elle va se débrouiller? Vous voyez, donc, c'est une citoyenne et donc elle a des droits comme les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits en principe, d'après la Constitution. Donc, la première étape, c'est ça. C'est une mise à plat de toutes les problématiques. Mais est-ce que les défis? La notion de parité, par exemple, qui n'a pas été, parce que la parité aussi a été inscrite dans la Constitution, est-ce que cette parité pourrait être une porte d'entrée? Parce que quand on dit parité, même dans une commission, dans des instances, dans des fonctions, c'est-à-dire on part du principe qu'il y a les hommes, il y a les femmes. Est-ce qu'on peut genrer de cette manière ou bien c'est une utopie? Non, ça c'est important, mais ce n'est pas
à mon avis, il faut qu'il y ait des experts indépendants, des gens qui ont le savoir et qui sont reconnus pour mettre à table chaque disposition, pour dire, par exemple, pour le divorce, qu'est-ce qui se passe dans la situation, quelles sont les conséquences, et ils vont aller chercher les chiffres, ils font des enquêtes de terrain. Et donc, c'est des experts, quoi, des experts psychologiques, des experts de relations humaines. Il y a des sociologues, des démographes, des économistes, etc. Ça, c'est la première étape. Et faire un rapport pour dire, voilà les principaux défis et enjeux qui se posent. Et à ce moment-là, à partir de là, les propositions, c'est ces propositions qui doivent être discutées d'une manière très large. On ouvre les portes, on laisse les gens discuter. Et après, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de formuler effectivement. Mais on ne peut pas juste dire, allez, confier à une commission ou je ne sais pas qui, ou à un ministère. Ou là, c'est une loi qui détermine, disons, la vie de tous les Marocains. De la moitié. Tous les Marocains, même les hommes, les femmes et les enfants. Et donc, il faut vraiment prendre les choses au sérieux et se donner le temps. On a attendu, je ne sais pas combien, maintenant on peut attendre 1 année, 2, et préparer les choses pour bien faire les choses. Comme j'ai dit, une première étape, une deuxième, et puis une troisième. À ce moment-là, on discute entre nous, on voit ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, et pourquoi, etc., etc. Et pas juste comme ça, allez, on va changer l'âge au mariage, c'est fini, on ferme. Non. Non, c'est clair. En tout cas, j'espère que cet appel sera entendu et que, effectivement, ce code subira un vrai dépoussiérage, en fait, qui ne convient plus du tout à l'esprit du XXIe siècle. Alors, Rabea, cette émission touche à sa fin et cette émission s'appelle Horas. Je sais même pas. Je pensais qu'on venait de commencer. Voilà, ça passe très vite, je sais. On peut rester des heures à en parler. Et mais voilà, donc, qu'est-ce que signifie pour vous la liberté? Et en quoi elle est importante pour cette notion d'égalité? La liberté d'une manière générale, oui. Moi, je pense que la liberté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est se doter de capacités. De capacités qui permettent de faire des choix en toute liberté. Par exemple, je disais tout à l'heure, des femmes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, est-ce qu'elles peuvent être libres? Elles ne peuvent pas être libres. Elles ne peuvent pas décider. Elles ne peuvent pas. Donc je pense que c'est important, c'est être doté de droits et de capacités qui permettent de faire des choix en toute connaissance de cause pour sa vie et pour sa famille, à la fois au niveau de la sphère privée et au niveau de la sphère publique. Donc j'entends, il y a aussi un aspect économique, y compris dans la liberté. Ah oui, bien sûr. Donc c'est déterminant, je pense. Pour avoir cette notion et cette liberté de choisir. Oui. C'est-à-dire, c'est des droits culturels. Il faut que quand on sait que 40% des femmes rurales ou la plus sont analphabètes aujourd'hui, comment on peut accepter ça? Comment on peut? C'est-à-dire que je pense que le changement est devenu nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes n'acceptent plus d'être traitées d'une manière indigne. Moi, j'ai travaillé depuis 2007 avec les femmes des terres collectives sous les Liettes. C'est des femmes rurales, pauvres, souvent analphabètes. Eh bien, je vais vous dire, j'ai trouvé une force et un refus de l'injustice et une aspiration à la dignité qui est beaucoup plus forte que certaines couches, femmes appartenant aux couches moyennes. Donc, il y a une prise de conscience. C'est pas une prise de conscience, c'est la société qui a changé. Par exemple, les femmes sous les Liettes, je pose une question, parfois je me pose la question, qu'est-ce qui les a poussées la première fois à venir frapper à la porte de l'ADFM? C'est pas des féministes. Et l'ADFM ne savait rien de la question d'intercollectif. Qu'est-ce qui les a poussées? C'est le changement de la famille. Avant, elles vivaient sur des terres collectives dans le cadre d'une famille patriarcale. Le père étant décédé, c'était fini. C'est fini. D'accord. Alors ils se disent, moi je me retrouve sans rien, j'ai pas le droit à la terre, c'est le frère qui prend la terre, ou l'oncle, il a quand même un chez l'ouled, ou l'oncle, et où est-ce que je vais aller? Souvent ils étaient chassés. C'est ça que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la société a changé et les décideurs doivent en prendre compte. Voilà. Merci beaucoup Rabea pour
ta participation à l'émission et à Merci, la Aïcha. qualité de tes réponses qui Merci, nous Aïcha. ont éclairés. J'espère que j'aurai le plaisir de te recevoir une nouvelle fois Certainement. pour continuer, parce que le Mais il temps... faut faire vite, là. Voilà, parce que voilà, exactement. Je suis plus aussi jeune. Non, tu es très, très jeune. Donc, je rappelle que tu es professeure, militante des droits des femmes et chercheuse dans ce domaine depuis toujours et j'espère encore. En tout cas, merci encore. Merci à toi, Aïcha, et plein de succès à ton émission. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.